Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Droits de l'homme, quelle analyse du rapport de Human Rights Watch? Selon Human Rights Watch, au moins 107 personnes auraient été tuées par l'armée malienne et des groupes armés terroristes dans le centre et le sud-ouest du Mali. Quelle analyse de ce nouveau rapport de Human Rights Watch? Quelle explication reflète-t-il la situation sur le terrain? Quelle explication à la hausse des violations contre les civils? Et pour en parler, nous avons 4 invités. Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur, analyste en diplomatie et en stratégie. Nahan Magasuba, présidente du mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali, MPC Mali. Mohamed Ben Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. Mohamed Omar Dambélé, membre de la cellule de communication du collectif pour la défense des militaires, CMD. Je suis Imrana Kiloumaïga. Invités, auditeurs, téléspectateurs, vous qui nous suivez sur 85 radios sur l'ensemble du territoire national et 3 télévisions, merci de nous recevoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Dans son rapport publié ce mardi, Human Rights Watch invite le gouvernement de transition à mener des enquêtes crédibles, impartiales sur ces présumés meurtres dont les forces armées maliennes seraient impliquées dans au moins 91 cas et 36 autres imputés au groupe djihadiste. Suivons le résumé de ce rapport avec Juliette Koulibaly. Human Rights Watch indique que ces exactions ont été commises dans les régions de Ségou, Mopti et Koulikoro. Les localités concernées sont notamment Boudjigiré, Dangere, Wotoro et Wuro-Nyaga. On constate une hausse dramatique du nombre de civils tués par l'armée malienne et les hommes armés, déclare Corinne Dufla, directrice pour le Sahel à Human Rights Watch. Ces violences ont provoqué le déplacement de plus de 320 000 personnes, précise le rapport. Le document note que de janvier à mars 2022, 49 personnes ont été entendues. Il s'agit des chefs communautaires, des commerçants, du personnel médical, des diplomates étrangers, témoins de 8 incidents. Human Rights Watch souligne aussi avoir adressé un courrier sur ces accusations au gouvernement malien le 4 mars dernier. Ce sont des fake news dont l'objectif est de discréditer les FAMA, avait répondu le ministère de la Défense et des anciens combattants, annonce toujours le communiqué. Human Rights Watch estime cependant que ces exactions doivent cesser. L'organisation demande aux autorités maliennes de faciliter la conduite d'enquêtes indépendantes par la Commission nationale des droits de l'homme et la mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali. Nos tentatives pour faire réagir la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA sur la question sont restées vaines. Ibrahim Soumaré, quelle analyse, quelle lecture faites-vous de ce rapport que vous venez d'écouter? Merci. Alors, d'abord, Madame Corinne Dufla, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de rapport concernant le Mali. Elle participe d'une organisation non gouvernementale qui a l'habitude de faire ce genre d'enquête. Alors, vous savez, il est extrêmement difficile, je crois qu'il faudrait que nous-mêmes nous réfléchissions à ça, qu'à chaque fois que nous posons un acte de souveraineté, que des organisations non gouvernementales, le plus souvent, pas téléguidées, mais en tous les cas, ayant une conception concernant les armées régulières africaines assez contestée, parce qu'on considère peut-être qu'un militaire africain, un militaire noir avec une mitraillette, c'est peut-être le danger terrible, puisqu'il y a eu des exactions qui ont été faites en Europe lors de la guerre du Kosovo, même en dehors de la guerre du Kosovo, mais dans plusieurs événements de ce genre, où il n'y a pas eu ce genre de concentration d'organisations non gouvernementales. Ça s'est fait en Amérique latine aussi, on a vu des organisations non gouvernementales. C'est-à-dire que les pays du tiers-monde, comme l'Afrique, comme l'Amérique latine, nous sommes toujours sous la couple réglée d'organisations de façon paternaliste qui nous disent ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas. Comme si la valeur de l'être humain était étrangère à notre culture.
Alors, et ça se produit à chaque fois que l'armée est en train de, l'expression, certains ne l'aiment pas, mais c'est une expression stratégique. Une montée en puissance, c'est une stratégie. Alors, donc, à chaque fois que notre armée est en montée en puissance... Donc, pour vous, c'est pour démoraliser... Je crois que ça participe non seulement à démoraliser, mais il y a tout un véhicule culturel, idéologico-culturel qui est véhiculé derrière ça. C'est-à-dire que les armées dans nos régions à nous ne sont pas des armées régulières, ce sont des bandes de criminels, des gens bruts qui n'ont aucune notion du droit de l'homme, alors que nous avons créé une justice militaire depuis 1995 ici au Mali. Et dans toutes les opérations, des théâtres d'opérations qui sont programmés ici au Mali, le magistrat militaire assiste à toute l'élaboration de ces plans-là. Donc voilà, c'est quelque chose, j'allais dire, de culturel et d'idéologique. Il faudrait qu'on ne se complexe pas trop sur ces cas-là, sans, bien entendu, rejeter le fait qu'il puisse y avoir des dérapages, mais ce ne sont jamais des dérapages voulus et provoqués par les forces armées de notre pays. Nahan Magasuba, Corinne Doufa, directrice pour le Sahel à Human Rights Watch, a évoqué également une hausse dramatique du nombre de civils tués, y compris de suspects tués par l'armée malienne et de groupes islamistes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Eh bien, je suis étonnée de voir ce rapport. Je me dis comment et sur quelle base ils ont fait cette enquête. Sur quelle base cette enquête a été menée. Parce que moi, je me dis que, étant française, et lorsque l'armée française bombardait Sewari, des civils à Sewari qui étaient en train de célébrer une cérémonie de mariage. Voilà, une cérémonie de mariage. Où était-elle? Où était-elle? Bon, je me dis que est-ce que ce n'est pas quelque part de discréditer, comme l'a si bien dit notre ambassadeur, discréditer l'armée malienne? Cette France qu'on a appelée depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, n'a pas pu faire quelque chose. Et maintenant, on a essayé de remonter le moral de notre armée, de soutenir notre armée. Et l'armée est en train de montrer des preuves. Au moment où cette armée montre des preuves et que la population malienne la soutienne, qu'une ONG, une organisme non gouvernemental vienne dire que des choses de ce genre, vraiment, moi, je trouve que c'est dépassé. Je ne vois même pas sur quelle base cette enquête a été menée. D'autant plus que ce sont cette population, ce sont ces peuples-là qui sont en train d'applaudir cette armée aujourd'hui. C'est ce peuple qui est en train d'applaudir cette armée. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire qu'on a mené des enquêtes. Cette enquête a été menée sur quelle base? Je me dis, est-ce que ce n'est pas quelque part de piéger le Mali? De discréditer le Mali, pas l'armée seulement, le Mali, parce qu'à moins de 72 heures, on nous parlait tout de suite des meurtres commis aussi par l'armée malienne au niveau de la frontière Mali-Mauritanie. Et maintenant, ce rapport aussi vient surgir de nulle part. Donc je me dis quelque part, ce n'est même pas l'armée qui est visée, mais c'est le Mali tout entier qui est visé. C'est ce que moi je me dis. Donc je me pose la question sur quelle base ce rapport, sur quelle base cette enquête a été menée. Mohamed, pour Nahan, c'est tout le Mali qui est visé. Pour vous, c'est? Effectivement, c'est tout le Mali qui est visé du fait que nous constatons depuis un bon bout de temps qu'il y a un complot international qui guette le Mali et que c'est le monde qui est contre le Mali aujourd'hui et non une nation ou un État. Donc moi, je dirais tout simplement que ce rapport, c'est de la pure manipulation, de la diversion et puis de la propagande. Si Human Rights parvient à établir un rapport à travers des appels ou des témoignages fictifs, je dis vraiment félicitations et bravo à eux. Ils sont hyper forts et hyper puissants là. Maintenant, moi je crois que les enquêtes doivent se passer ou se tenir sur le terrain et non par voie par appel téléphonique. Nous allons y arriver. Donc maintenant, ce que moi je vais dire seulement, vous savez, personne n'est pour la montée en puissance de l'armée malienne aujourd'hui. Parce que le fait que nous sommes dans une diversification de nos partenaires, donc la France qui doit dégager
obligatoirement, ils font tout pour que l'État puisse se resserrer autour du Mali. Donc nous, étant là, nous aussi, on ne va pas se laisser faire. On fera tout de notre possible pour pouvoir les affronter. Parce que ces gens qui font ça, ils ne sont pas plus instruits que nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous et ils ne sont pas des super-hommes plus que nous. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement facile d'incriminer l'armée malienne et puis de dire que l'armée malienne a commis des exactions. Maintenant, comme Madame l'a si bien dit, et la frappe de Bounty que l'armée française avait faite, ils étaient où ce jour-là? Ogosago, Koulogo, Sobaneda et tant d'autres dont nous voyons des gens calcinés, des vivres brûlés, des villages entiers détruits. Ils étaient où ce jour-là? Et aujourd'hui, s'ils viennent à Mondoro qui s'est passé tout récemment, ils étaient où? Donc maintenant, s'il y a des gens qui témoignent par appel téléphonique, disent qu'il y a quelque chose, eux, c'est des enfants de quelqu'un. Maintenant, et nous, nos militaires qui tombent, ce ne sont pas des êtres humains, ils n'ont pas de droit de grâce. Mohamed Oumar Dembélé, vous êtes membre de la cellule de communication du collectif pour la défense des militaires. Est-ce que pour vous, l'armée peut-elle se rendre coupable de telles exactions? Merci mon frère, mais encore une fois merci au studio Tamani. Et donc je profite également pour saluer mes co-débatteurs et de m'incliner également devant la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles qui sont tombées de 2012 à aujourd'hui. Donc le rapport auquel vous faites allusion aujourd'hui, nous le plaçons dans ce que vous appelez en jargon journalistique un fait divers. Pourquoi un fait divers? Parce qu'en réalité, jusqu'à peu le contraire, moi je pense que cette ONG ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2012, le Nord est sous exactions, torture de toutes sortes, du fait que certains ont abandonné leur foyer, leur village, leur hameau, pendant des siècles, pendant des années. Et c'est aujourd'hui qu'on nous fait sortir un rapport, entre guillemets, un soi-disant rapport. Mais elle fait sortir de rapport chaque année. Bon, mais en tout cas, c'est une première fois quand même qu'on sente un rapport à partir des données téléphoniques. Et quand vous lisez les documents, dans un passage, je lis également qu'il y a eu même un diplomate qui a été interviewé par rapport à ça. Donc je me demande comment est-ce qu'un diplomate peut se rendre sur le lieu pour enquêter sur des éventuelles exactions contre l'armée malienne. Donc pour nous, contre les civils par l'armée malienne. Donc pour nous, jusqu'après le contrôle au niveau du collectif pour la défense des militaires, ça, c'est un fait divers. C'est un dossier déjà classé, parce que ça rentre pour nous dans le cadre de la distraction, de la propagande, de l'intoxication, de la désinformation, une façon encore de politiser la chose en question. Parce que jusqu'à peu le contraire, nous supposons que c'est la France qui est au départ et à l'arrivée de toutes ces conneries-là. Ça, vous allez m'excuser les termes, de toutes ces conneries. Nous sommes aujourd'hui dans la logique de la montée de puissance de l'armée malienne. Pourquoi vous accusez la France? Pourquoi? Parce que quand vous prenez, par exemple, on a pris le cas de certains journalistes, tels que France 24 et puis David Bachir, et de Serge Daniel. Ça, c'est des gens qui sont à la sorte de la France. On les a toujours combattus. Et chaque fois que, comme mon collègue l'a si bien dit, chaque fois que l'armée malienne se montre un peu les muscles, on voit qu'en réalité, il y a un document qui sort, sous prétexte qu'il y a exaction, il y a ici, il y a ici, là. En tout cas, moi, je pense que si réellement cette ONG a besoin d'un terrain où vraiment il faut travailler là-dessus, il faut aller en Ukraine. C'est encore plus propice, quoi. Sinon, au Mali, les Maliens sont aujourd'hui conscients et responsables. D'accord. Voilà, conscients et responsables. L'ambassadeur, est-ce à dire que nos femmes ne sont pas formées sur le droit international? Si, vous savez, la Convention de Genève qui date de février 1949 est enseignée à nos militaires. Hein. Comme je vous dis, la justice militaire a été mise en place ici depuis 1995 et tous les soldats suivent des formations de ce genre. Vous avez une direction de la justice militaire. Non, je crois que... Et puis ils ne font pas seulement du maniement d'armes. Ils apprennent le droit et ils sont justiciables si jamais il y a des cas d'exaction, de vol ou n'importe quoi. Il y a un tribunal à Bamako, un tribunal à Mopti, un tribunal à Kaï. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, je crois que, et je vois que tout le monde est un peu d'accord sur ce fait-là, notre armée a le droit de défendre la patrie. Et les entrepreneurs de violence
ont comme stratégie aujourd'hui, que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit l'État islamique, leur stratégie, c'est quoi maintenant? C'est d'appeler les populations. Parce que de plus en plus, il y a une sorte d'osmose qui se fait entre l'armée et les populations à la base. Maintenant, leur technique, c'est quoi? C'est à chaque fois d'appeler, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a toute la région il y a toute une grande région du Nord qui est en train de déménager pour aller vers Gao et tout ça. Menanka, ils sont tous... Pourquoi? Parce que c'est des entrepreneurs de violence qui viennent leur dire, bon, à chaque fois que l'armée malienne obtient des victoires, c'est parce que vous avez collaboré avec eux. Et ils les font peur, ils les terrorisent. Donc, s'il y a exaction, c'est leur entreprise à eux. Entreprise djihadiste, entreprise de trafiquants de drogue, entreprise de n'importe quoi. Et vous allez remarquer que là où il y a ce genre de situation, c'est là où il y a la fameuse courbe de recherche de sous-sol. Tous ces terrains-là, bientôt, ils vont aller vers la région de Kaï. Vous faites référence à qui exactement? Je fais référence à l'État islamique, principalement, et à Koufa, et également à Al-Qaïda, donc à Koufa, et puis à Gagali, son maître. Ça, c'est des entrepreneurs de violence avec l'État islamique. Nous avons eu la possibilité d'entreprendre peut-être des négociations avec Agagali, puisqu'il est il est malien, c'est la branche maliénisée de ce terrorisme-là. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Il y a d'autres intérêts, d'autres puissances derrière. Et il est temps maintenant que nous puissions identifier ces puissances-là. Et il n'y a pas seulement la France, hein. Il y a je ne veux pas donner de nom ici, on a utilisé la France, c'est pour ça. Mais il y a d'autres puissances également qui sont à l'œuvre dans ces entreprises de déstabilisation de notre pays. Bon, les pays du Golfe. Là, il n'y a rien à faire. Vous allez voir que de plus en plus, avec la crise de l'énergie qui va être entraînée par la situation en Ukraine, de plus en plus, il y aura une recrudescence de force vers nos régions, parce que nous sommes assis sur un tapis d'énergie en pétrole et en gaz. Et ça aussi, c'est quelque chose... Alors, à chaque fois qu'il y a ça, on coupe les mains, on coupe la tête aux gens, tout ça pour avoir ce genre de richesse. Promenez-vous au Congo. Nous sommes avertis et nous savons ce qui se passe. D'accord. Naha se pose tout de suite la question à savoir comment ces enquêtes sont-elles faites? En général, vous savez, moi je vais vous dire, hein, les enquêtes, autant que je me souviens lorsque j'étais à Koloba, on n'est jamais au courant de comment ça se passe. Le plus souvent, ils ont ce qu'ils appellent des données qui leur indiquent qu'est-ce qu'une armée, soi-disant sous-développée africaine, est susceptible de faire comme catastrophe sur le théâtre des opérations. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont des données qu'ils reproduisent. Ils s'en foutent de savoir ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas tellement leur problème. Alors les témoignages, ils les filtrent pour juste justifier les données qu'ils ont. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérapage. Il peut y avoir des dérapages sur le terrain, ça c'est certain. À chaque fois qu'il y a du feu, il peut y avoir ce qu'on appelle des effets collatéraux. Mais aller jusqu'à dire que l'armée malienne a fait sciemment des actions de torture, de tuerie, d'exécution sommaire, ça, c'est travestir la vérité. D'accord. Naha, est-ce que vous pensez que dans ces enquêtes, les vraies cibles sont-elles interrogées? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour quelqu'un comme moi qui s'est rendu dans le centre, j'ai été à Nyono, j'ai rencontré des gens de Farabougou, Djabali, Dokofri et j'en passe. Maïga, même là où je suis, même ce matin, pas plus tard que ce matin, on m'a informé de certaines exactions qui ont été faites sur la route de Badiangara. 2 femmes et leurs nourrissons ont été tués par des terroristes. Et ils ont amené un homme. On dit que l'homme a été tué, mais personne ne sait où se trouve le corps de l'homme. Donc, moi, j'échange permanemment avec ces populations. Quand j'ai rencontré les gens de Farabougou, tout juste après, lorsque les djihadistes ont assiégé Farabougou pour la 2e fois, le même jour, au moment même où on ramassait les corps des 4 premières victimes, on m'a appelé pour m'informer.
Mais moi, je n'ai jamais vu parmi ces populations quelqu'un qui m'a dit que c'est un militaire qui nous a fait telle ou telle chose. Donc, je me dis que quelque part, il y a de la propagande. Il y a de la propagande. Et il serait temps que nous, entre Maliens, je m'adresse surtout à nos dirigeants, qui nous essayons de voir entre nous Maliens comment sauver ce pays. Parce que vous avez foi à vos éléments qui vous ont donné ces informations-là sur ces cas d'exaction? J'ai vraiment foi à ces éléments. Et c'est de la même manière que Women Rights Watch aussi indique que ces enquêtes ont été faites à travers des téléphones, à travers des appels téléphoniques, à travers des appels téléphoniques dont ils ont eu à contacter des chefs communautaires, des commerçants, des agents du marché, du personnel médical et des diplomates étrangers. Ce n'est pas de la même manière. Pourquoi je dis cela? Parce que moi, je me suis déplacée, j'ai été sur le terrain. J'ai rencontré ces gens-là. Je sais qui est qui. J'ai organisé une rencontre entre les Peuls, les Bambara qui sont à Farabougou. J'avais même pu avoir un processus d'entente entre eux. Jusqu'à ce que les Bambara s'étaient déplacés pour aller chercher ces Peuls en pleine forêt et les amener. Les Peuls même m'ont appelé pour affirmer cela. Mais il faudrait qu'on puisse savoir cela. Cette guerre profite à certains. Parce que le fait que nous, on a trop duré avec notre partenariat avec la France, il y a beaucoup de gens qui ont vu en cette crise une opportunité de gagner de l'argent, une opportunité financière. Donc, à chaque fois qu'on essaye... Et ces opportunités, les ONG aussi font partie? Et pourquoi pas? Parce qu'ils viennent de faire un rapport. Ils disent qu'ils ont fait sur la base des appels. Mais moi, je me suis déplacée, j'ai été sur le terrain. J'ai échangé avec les gens de Farabougou. J'ai échangé avec les gens de Djabali. Le commandant Marizaka, le sous-préfet de Sogolon peut témoigner cela. Le commandant de Nyono peut témoigner cela. Le commandant Munkoro de Nyono peut témoigner cela. Donc moi, je connais le terrain. Je me suis rendue sur le terrain. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a dérapage, ils me le disent. Ils ne me disent pas parce qu'ils veulent dire que c'est telle ou telle personne qui l'a fait. Mais lorsqu'on a commencé à tuer, lorsqu'on a commencé à assiéger Farabougou, directement, c'était pour me dire que l'entente qu'on avait pu faire entre ces différentes communautés de Farabougou a finalement échoué. Parce que certains ont profité de cette paix pour tuer un Peul. Mais qui a tué le Peul? Jusqu'à présent, on ne sait pas qui. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Nos militaires, là, il faudrait qu'ils puissent savoir quelque chose. Eux, ils ne voient que la tenue que nos militaires portent. Mais à nos militaires, moi, je vois mon frère. Je vois mon papa. Je vois mon mari. Je vois le fils d'une dame. À nos militaires, je vois vraiment des orphelins laissés. Des veuves qui sont abandonnées. Donc, moi, je me dis que s'ils devraient faire des rapports, il faudrait que ça soit fait sur des bases claires. Combien de militaires maliens ont été tués de 2012 à aujourd'hui? Pas plus tard que le cas de Mondoro. Le cas de Mondoro, on est en deuil jusqu'à présent. On ne parvient même pas à expliquer le nombre exact de personnes qui ont été tuées, des militaires qui ont été tués. D'accord. Donc, moi, je me dis, s'ils sont là, et en tant que des gens de droits de l'homme, ils doivent agir en tant que tels et non qu'il y ait une politique politicienne derrière ces ONG-là. D'accord. Voilà. Mohamed, vous aurez la parole tout de suite. Alors, dites-nous, des enquêtes à travers des appels téléphoniques sont-elles fiables? Et vous savez, les enquêtes à travers les appels téléphoniques ne sont pas du tout fiables. Souvent, même si on se rend sur le terrain pour procéder à des enquêtes, on va trouver qu'il y a certaines populations ou bien certains gens qui disent qu'ils sont témoins, qui ne sont là que pour de la propagande, de la manipulation et puis pour mentir. Vous savez, comme Madame l'a dit, nous aussi depuis 2019, nous sommes sur le terrain. Et nous avons communiqué avec beaucoup de personnes aussi. Et entre certaines communautés, chaque fois, il y a un truc de règlement de compte. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il a son père, son tonton ou bien son frère qui avait été tué par les militaires ou bien par les chasseurs. Donc maintenant, vous les demandez, il y a d'autres qui sortent de côté pour vous dire que non, peut-être le frère faisait partie des djihadistes ou des terroristes.
Donc c'est un truc comme ça. Et même ceux-là que vous demandez sur le terrain, il y a beaucoup qui ne disent pas du tout la vérité, ils ont menti. Et souvent, on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a eu telle ou telle exaction dans telle localité. Mais la population qui vit dans cette localité, vous demandez la population et tout le monde vous dit qu'eux, ils ne sont pas au courant de ça. Donc il est temps à ce qu'on mette fin. Donc une fois à Malema, quand il y avait eu un truc sur les réseaux sociaux qu'on voit des traces de sang autour d'un puits et qu'il y avait des gens qui ont donné un certain nombre, un chiffre pour dire qu'il y a telle ou telle personne. Donc après les enquêtes, quand les enquêtes avaient été faites là, donc on avait trouvé que vraiment c'était, je ne sais pas, un pur montage ou des choses qui avaient été fabriquées de toutes pièces. Donc maintenant, vous savez, chaque fois nous disons à nos autorités de faire beaucoup attention. Beaucoup attention à qui? À nous qui sommes là, à nous qui disons que nous sommes des Maliens, à nous qui croyons être les frères, les pères, les fils de ces militaires en tenue qui se sacrifient corps et âme pour sécuriser ce pays. Donc nous sommes les premiers ennemis de ces militaires. Pourquoi? Parce que c'est nous qui disons oui à ces gens-là qui viennent avec leur argent, les bailleurs. C'est nous qui nous mettons devant ces bailleurs-là pour leur donner des directives ou bien pour essayer d'être en complicité avec eux, aller commettre des exactions qu'on va mettre sur le dos de nos militaires. Donc, à un certain moment, il faut que nous voyions clair les choses. Il y a beaucoup de coups bas dans cette affaire. Mais est-ce à dire qu'à travers ces enquêtes, l'État est-il associé? Bon, à travers leur enquête, donc ils ont fait leur appel téléphonique comme ça. L'État n'est pas associé. Donc maintenant, pour associer l'État, ils demandent à l'État de mener des enquêtes. L'État va mener des enquêtes où et avec qui? Donc maintenant qu'il nous donne la réponse à cette question. Les exactions que les terroristes ou les djihadistes ont fait, qu'ils attribuent aussi à l'État. Donc, nos militaires sont des terroristes ou bien des djihadistes? De grâce qu'ils arrêtent. Ou bien qu'ils viennent sur le terrain, comme ce sont eux qui fabriquent les terroristes et les djihadistes, qu'ils partent chercher leurs terroristes et leurs djihadistes là, pour aller les demander et faire leur enquête auprès de leurs propres terroristes fabriqués de toutes pièces, qu'ils sont en train d'armer et puis financer aussi. Donc maintenant, nous n'avons rien à voir dans ça. S'ils sont sûrs de ce qu'ils ont écrit, qu'ils forment une délégation, qu'ils viennent au Mali, qu'ils rencontrent nos autorités militaires et politiques et qu'on se rende ensemble sur le terrain, les appels téléphoniques qu'ils ont faits, les témoins qui ont témoigné, les commerçants ou bien les chefs coutumiers là, qu'ils les appellent. On va nous asseoir yeux dans yeux et puis on va dire qui a dit quoi, qui a fait quoi et c'est fait où. Donc là, je crois que c'est encore plus correct et plus responsable. Ils ont donné un certain nombre de villages dans lesquels cela s'est passé au centre du pays. Ils ont donné le nombre de villages, mais les gens qu'ils ont appelés là, qu'ils nous donnent les contacts de ces gens, nous allons les appeler, on va juste dans les villages pour essayer de voir, ils vont nous montrer là où les militaires ont, si c'est une fosse commune, on va essayer de voir il y a combien dedans. Donc ils seront des témoins vivants qui seront avec nous sur le terrain et on va procéder à une nouvelle enquête. S'ils ont menti, ils auront affaire avec la justice aussi. Mohamed, des appels téléphoniques, des enquêtes à travers des appels téléphoniques, ça veut dire que les organisations de défense des droits de l'homme n'ont pas la capacité de se rendre sur le lieu pour faire des investigations? Ça, c'est vraiment une question qui mérite d'être posée. Mais maintenant, ce que moi je voulais dire avant de répondre à votre question, c'est juste abonder dans le même sens que mes deux co-débatteurs là, par rapport aux enquêtes là, en question, sur le terrain. Vous savez, quand il y a eu des premières allégations, comme dans les localités de Dogofri et Djabali, et donc par rapport à ça, une fois que depuis qu'on a senti, on a pris écho de cela, on a envoyé directement une mission sur le terrain pour aller vérifier. Et là, cette mission n'est pas partie seule, elle est partie avec des issues pour constater de visu qu'est-ce qui est réellement passé là-bas. Et moi, je vous dis, hein, la grande surprise est que, comme vous l'avez si bien dit, tout le monde dit « Ah, anta kalama, anta kalama ». Vous voyez ce que ça fait. Donc, et même, on a même laissé un numéro de contact au cas où il y aura des informations concernant ces gens-là. Mais malheureusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune réponse. Maintenant, quand il y a eu également des exactions, on parlait souvent des exactions des peuls dans la zone de Sofara également. Actuellement, au moment où je vous parle, nous avons une mission sur le terrain avec aussi des huissiers pour voir... Annoncé par deux médias internationaux. Deux médias internationaux. Donc là encore, nous avons envoyé une mission actuellement sur le terrain avec des huissiers pour voir de visu qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc en réalité, des enquêtes sinon à partir des lignes téléphoniques, mais moi je peux me permettre d'appeler quelqu'un à partir
de votre studio ici. Est-ce que cela veut dire que c'est des informations fiables? Il faut aller sur le terrain. C'est là qu'ils pensent, comme l'ambassadeur l'a si bien dit, c'est des copier-coller, des informations qu'ils avaient par-ci, par-là, peut-être même qu'ils ne sont même pas du Mali. On les actualise seulement au nom du Mali, on donne des noms des villages et puis c'est tout. Alors, si réellement c'est fondé, qu'ils nous fournissent les informations. En tout cas, le collectif pour la défense des militaires est logiquement engagé dans cette lutte-là. Et ça, on va mener cette lutte. Même aujourd'hui, d'ailleurs, dans le rapport... engagé dans cette lutte, vous avez demandé à deux médias internationaux qui avaient annoncé des exactions contre des civils au centre du pays par les militaires maliens de quitter le pays dans un bref délai. Le 30e mars, d'ailleurs. Voilà. Plus tard, le 30e mars. Quelle légitimité vous avez pour demander vous savez, le départ de... Nous sommes d'abord des Maliens, des citoyens maliens, défendant leur patrie. Et par rapport à la patrie, aucun sacrifice n'est de trop et ne sera de trop. Vous me laissez vous entrer seulement dans les villes. C'est-à-dire que vous vous substituez à l'État? Non, loin de là. C'est-à-dire nous sommes, comme nous l'avons si bien dit, c'est un collectif qui est légitime là. Nous avons un récépissé, nous avons des règlements et statuts, tout ce qui concerne le texte juridique là. Maintenant, attention. Ces médias également, il y a eu déjà des premières ces médias également ont des accréditations attribuées par l'État. Voilà, mais c'est pourquoi nous avons adressé des correspondances à qui des droits pour le retrait de ces accréditations. C'est un processus qui est déjà là. On l'avait déjà entamé. Vous avez parlé du cas déjà que l'ultimatum a été déjà non, les choses vont aller plus vite que tout ça. Vous avez parlé du cas de Benjamin Roger, le journaliste de France 24 et de Jeune Afrique, qui s'est infiltré malheureusement. Il n'a fait que 24 heures, mais après, quand il est allé sur TV5, il était même l'invité de l'édition du Journal de l'Afrique, où il a dit de n'importe quoi. Mais encore une fois, souvent, il disait souvent ses sources. Et qui sont ces sources-là? Ou encore, quelles sont ces sources-là? Souvent, c'est nous-mêmes les Maliens, en réalité. Comme vous l'avez si bien dit, il y a certains qui monnaient des informations, souvent des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, encore une fois, il est demandé au peuple malien, en réalité, à chaque Malien, de jouer sa partition. Parce que l'armée, aujourd'hui, est en train de monter en puissance, comme vous l'avez si bien dit. Donc, aucun manquement ne doit être en marge, laissé de côté pour arriver à son objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est que le Mali obtienne sa souveraineté nationale et internationale. Quelque chose que nous avons cherché depuis 1960. Mais c'est maintenant qu'on commence à voir la vraie souveraineté. Donc, par conséquent, tout le monde doit opter aller dans ce sens-là. Et c'est pourquoi, encore une fois, en tout cas, vos informations, les informations de cette ONG doivent être vérifiées. Et d'ailleurs, dans notre communiqué, pour terminer, M. Maïga, nous avons fait un communiqué par rapport aux experts, un rapport également des experts, des experts entre guillemets des Nations Unies. Ils ont même cité la MINUSMA. Nous avons même demandé à la section des droits de l'homme de la MINUSMA de faire un communiqué officiel pour se démarquer. En tout cas, s'ils ne sont pas réellement dans le complot contre le Mali, de se démarquer à travers un communiqué officiel. Donc on les attend aussi. Et dans ce communiqué, on les a même donné la latitude, sinon on les a même magnifié notre disponibilité à aller sur le terrain, à les accompagner sur le terrain, pour voir réellement ce qu'ils sont en train de dire, si c'est fondé ou pas. Et au besoin avec même des médias nationaux ici. Mais concrètement, vous qui êtes proche des militaires, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Sur le terrain, les informations, les nouvelles sont bonnes, sont très bonnes. Et tout se passe comme... on ne va pas citer... Monsieur l'ambassadeur disait de ne pas citer des pays. Sinon, aujourd'hui, nous sommes la Russie africaine. Hein. Ça, on va le dire. Sur le plan armement, nous sommes au top. Voilà, nous sommes au top. De nombreux rapports qui sortent, qui accusent l'armée malienne. À quoi servent ces rapports-là? Bon, vous savez, hein, ces rapports, souvent, il y a la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui siège. Mais là aussi, vous savez, chaque pays y siège. Et c'est vrai que nous sommes signataires du traité de Rome, enfin de l'acte juridique de Rome. Donc pour l'histoire de Cour pénale internationale, etc. Mais il faut dire que chaque pays a la possibilité de dire sa vérité dans ces commissions-là. Alors c'est des rapports souvent qui sont commandés par les Nations Unies, souvent c'est eux-mêmes qui élaborent un rapport et qui font du lobbying pour pouvoir le faire transmettre via un pays ou plusieurs pays au niveau du Conseil de sécurité. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose... Pour quel dessin? Pardon? Bon, donc, dessin, ça fait partie... Vous savez, maintenant, la guerre de maintenant, c'est pas seulement une guerre avec les armes. Hein. Il y a la guerre de la communication, la guerre de l'influence,
Et on est dans une période de guerre d'influence actuellement. Le Mali, et donc il faudrait d'ailleurs que notre diplomatie et notre stratégie, nous commencions à nous réhabituer à faire ça. Et c'est bien qu'il y ait déjà parmi nos amis là, ici, des gens qui vont sur le terrain, qui essayent de confronter un peu ce qui est dit, parce que ça va être ça maintenant. À chaque fois qu'un pays tente de se prendre en charge, il y a tout ça. Il faut accompagner ça d'une guerre d'influence, de lobbying, de tout ça pour renforcer ses positions et continuer dans le sens que nous avons délibérément choisi de faire. Donc, alors ça, ce genre de rapport, ça participe à ça, mais c'est déjà mort-né parce que déjà, je ne sais pas si vous avez vu la réaction du secrétaire général du ministère de la Défense, donc au nom du ministère de la Défense. Donc, le Mali, bientôt après, les affaires étrangères vont reprendre le relais. Bon, c'est quelque chose, je crois que la dame a déjà réglé la contradiction, quoi. Hein, ça ne va pas aller... Bon, ils vont faire du lobbying, mais nous aussi, nous avons cette capacité et nos diplomates sont formés pour ça également. D'accord. Naha Mohamed avait dit que les forces armées maliennes également subissent des crimes. Est-ce à dire que vous avez une fois vu des rapports de ces organisations qui parlent des exactions auxquelles l'armée fait face? Voilà, c'est là où le problème se pose. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Et c'est ce qui m'étonne, M. Maïga. Moi, durant la rébellion de 2012, j'étais à Gao. La rébellion de 2012, vous savez, je suis une victime de cette crise. J'ai été une déplacée. Je suis une dame de terrain. Donc, quand on me dit qu'il y a de ces exactions, je ne peux y croire. Je ne peux y croire. J'ai vécu la rébellion de 2012 à Gao. Et je sais combien de militaires sont tombés. Et moi, je ne vois pas en ces militaires les militaires. Hein. Je vois en eux mes frères. Mes frères, parce que c'est ça la différence entre le Mali et les autres pays. Hein. Au Mali, ici, il y a tellement d'imbrication entre les différentes communautés. Nous sommes tellement proches qu'on se dit souvent, le frère de quelqu'un va et souvent, sans même te rendre compte, un militaire, vous échangez seulement, tu trouves que c'est un cousin à toi, un grand frère à toi. C'est ça le Mali. C'est pas pour rien que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là, mais le Mali ne parvient pas à tomber. Ça titube, mais le Mali ne parvient pas à tomber. C'est cette force que nous avons en nous. C'est pour cela que je n'y crois pas. Parce que je ne vois pas un militaire malien tuer un civil malien. Je ne vois pas du tout. Et puis nos militaires, ils ont la tête sur les épaules. Hein. Moi, je suis en stage à l'école de maintien de la paix il y a 2 mois de cela. J'ai vu des militaires qui ont fait l'école Saint-Signe de la France et premier de leur promotion. Je vois des formations qui se font là-bas, des formations qui parlent de la collaboration civilo-militaire. Donc, moi, je ne peux comprendre des enquêtes de ce genre. Alors, je ne vois qu'à travers ces enquêtes-là de la propagande. Je ne vois qu'à travers ces enquêtes des pièges. Mais j'aimerais que cette dame et son ONG sachent qu'une dame malienne, elle lui dit aujourd'hui que nous aussi, on en a marre de voir nos maris tomber, de voir nos frères mourir, de voir nos sœurs devenir des veuves. Aujourd'hui, il y a des femmes qui refusent de se marier à des militaires maliens. Que tu te maries seulement, ils vont mourir. Nous avons ça aussi sur leurs épaules. Donc, ils ne voient pas seulement le côté civil. Chez nous, il n'y a pas de civils, il n'y a pas de militaires, il n'y a que des Maliens. C'est ça que moi, je vois. Oui. Mohamed, depuis la crise de 2012, on voit des rapports qui sortent et qui accusent, des rapports câblants qui accusent l'armée malienne d'exactions et que l'État n'apporte pas de contre-vérité. Est-ce à dire que l'État également a sa part de responsabilité? Bon, vous savez, l'État a une très grande part de responsabilité du fait de leur silence. Et ce déficit de communication... Donc un silence coupable? C'est un silence coupable, je dis. Parce que ce déficit de communication, c'est ce qui tue. Tous les régimes défunts ou bien passés, donc leur problème a été un déficit de communication. Il faut voir en 2012, quand le MNLA était sorti, je n'ai jamais vu un dirigeant
que ce soit un ministre ou bien quelqu'un de haut rang de ce pays, aller affronter ces bandits sur les plateaux. Il n'y avait qu'une seule bonne dame, Mme Haïdara Aïchata Sissé, dite Château, qui les affrontait sur les plateaux internationaux. Et où étaient les hommes en ce moment? Où étaient les dirigeants du Mali en ce moment? Donc je peux dire que nous, nos autorités, ils ont une très très grande part de responsabilité. Et le fait qu'ils n'agissent pas, le fait qu'ils ne mettent pas les médias qu'il faut pour affronter ces médias occidentaux, du fait que les grands intellectuels qui sont là, les universitaires qui sont là, les chercheurs, les analystes et tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine pour pouvoir apporter leur expertise en la matière et puis débattre de cette situation comme l'ambassadeur l'a dit. Donc nous sommes dans une guerre médiatique. Donc il faut que nous aussi nous nous mettons en tenue militaire pour mener cette guerre médiatique contre ces médias occidentaux. Il faut voir la chaîne nationale qui est là. Aujourd'hui, elle doit créer un programme spécial aussi pour affronter ces gens. Il faut voir les chaînes occidentaux françaises qu'on parle, TV5, France 24 ou autres là. Avant qu'on ne demande à l'État de les suspendre, pourquoi on les regarde? Pourquoi nous ne créons pas les mêmes conditions? Mettre les experts en la matière, les mettre dans les conditions, choisir les médias qu'il faut, les professionnels de la communication et autres, que l'État aussi s'assume pour mettre ce lobbying en place pour que nous puissions faire quelque chose. Aujourd'hui, vous savez, le Mali est une nation marginale. C'est comme ça qu'on nous classe. Donc, cette marginalisation-là, on dit que le Mali, c'est le pays qui est là pour éveiller la conscience des autres Africains qui sont sous emprise occidentale. La justice malienne peut-elle s'autosaisir de ces dossiers d'enquête? Mais la justice malienne peut-il s'autosaisir de ces enquêtes? Elle peut le faire, mais c'est dommage. Hein? Alors, comment faire cesser ces violences? Bon, ces violences, si elles existent, voilà, ces violations, si elles existent d'ailleurs, parce que c'est comme je le dis, jusqu'à preuve le contraire, nous mettons ça dans un cadre d'inexistant. Et ça veut dire que vous allez également porter plainte, comme c'est le cas que vous faites à chaque fois? En tout cas, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de poursuivre le travail sur le terrain. Maintenant, à l'issue, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, déjà, nous avons condamné quand même à travers des communiqués. Et je crois que dans les jours à venir, vous aurez d'autres informations concernant la suite à donner par rapport à ces choses-là. Maintenant, comme je l'avais dit, je vais un peu paraphraser encore le doyen. Et vous savez, hein, nos forces armées de défense et de sécurité aujourd'hui n'ont besoin que de notre soutien. De notre soutien. Ça, c'est le minimum qu'on puisse leur faire. Quand je parlais de la question de la justice, si la justice peut-elle s'autosaisir, vous voulez réagir? Oui, pour vous dire que la justice militaire, les autorités vont mettre en place une commission d'enquête comme d'habitude, et nous avons des tribunaux militaires qui instruisent des dossiers. On ne le dit pas parce qu'on ne le voit pas, et on ne voit pas les condamnations, etc. Mais il y a beaucoup de militaires qui passent devant le tribunal militaire. On a un tribunal militaire, on a une justice militaire depuis 1995 et qui travaille pour des questions militaires parce que le militaire est justiciable devant le tribunal militaire. Sauf exception. Face à de tels cas, qu'est-ce que l'État doit faire exactement? Mais l'État a donné sa réponse, c'est très clair. D'abord, les exactions qu'on dit là, à bien y voir, apparemment, il n'y avait même pas d'armée, on n'avait pas de troupes militaires là-bas dans cette période-là. D'abord, c'est à vérifier. Rien ne nous dit qu'on avait eu un redéploiement militaire dans ces zones-là. Merci beaucoup. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur les violations de droits de l'homme. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Quelle analyse du rapport de Human Rights Watch sur des civils tués au centre du pays? Nous étions avec Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur, analyste en diplomatie et en stratégie. Nahan Magasuba, présidente du mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali, MPC Mali. Mohamed Ben Mamata Touré,
président de l'association Anko Mali, et Mahmoud Oumar Dembélé, membre de la cellule de communication du collectif pour la défense des militaires CMD. Je suis Imrana Kilo Maïga. Ce débat a été coordonné par Sekou Gadigo. Merci d'avoir suivi ce débat et vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.